C'est l'heure du tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+ et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour, juge Géoffroy Vara. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette troisième audience, le tribunal de l'actualité auditionne le professeur Romuald Kinda. Il est enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara et promoteur de l'Académie des investisseurs. Il est notre convoqué justement là-bas du tribunal ce matin et avec lui, il sera question de la bourse régionale des valeurs mobilières, fonctionnement, impact et conséquences. Bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Bonjour M. Kaboré, bonjour M. Vara. Et sur ce, je déclare ouverte cette troisième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Géoffroy Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci président. Ce qui retient mon attention, c'est bien l'appel qui a été lancé le week-end dernier par le président ghanéen. J'étais à Addis Abeba concernant l'interopérabilité pour ce qui est de l'espace africain. On parle de téléphonie mobile et il appelle donc à ce qu'il y ait ces facilités-là d'appel entre pays et ce qui pourrait aller vers une diminution de coûts. Parce que n'oublions pas que quand on parle de la zone subsaharienne, c'est pas moins de 493 millions d'abonnés avec un taux de pénétration de 43%, ce qui est très important, mais les coûts en matière de communication continuent d'être vraiment exorbitants, surtout entre pays. Et l'interopérabilité, c'est un élément qui peut permettre, en tout cas, de soulager notamment les populations, étant entendu que l'on parle toujours de grands rassemblements et tout cela, et avec des vases communicants toujours plus forts entre ces pays-là. Et donc sur le numérique, ce sont des éléments qui devraient pouvoir se faire. Et il y a beaucoup d'exemples. Quand on prend le cas des pays comme la SADC, ils ont mis l'ONA en place, qui est un genre d'espace de réseau, de zone de réseau unique, qui permet donc pour les pays qui en sont membres de pouvoir avoir un genre d'interopérabilité qui soit assez intéressant. Et je pense que les pays d'Afrique de l'Est aussi y sont. Au niveau de la CEDEAO, l'un des exemples qu'on peut citer, c'est le Ghana, parce que c'est vrai que c'est le président ghanéen qui lance l'appel, mais il y a le Ghana et la Côte d'Ivoire qui ont signé aussi des accords dans ce sens-là. Les autres pays, même le Burkina Faso, sont en train de rentrer dans la danse, mais je pense que c'est très important. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit payer toujours plus cher parce qu'on appelle chez les voisins, alors qu'il y a des genres de conventions qui peuvent être signées et qui permettent de pouvoir baisser souvent ces coûts-là. Et je pense que ça n'est que bon pour les usagers, donc bon pour les consommateurs que nous sommes. Et pour moi, c'est un appel qui tombe à pic. Surtout quand on parle d'intégration, on parle d'une Afrique qui soit une Afrique unique et seule. Je pense que ça va aussi sur le plan du numérique et il y a des efforts à faire. Merci pour cet avant-propos. Juge Géoffroy Vara, bourse régionale des valeurs mobilières, fonctionnement, impact et conséquences. Voici le sujet retenu pour cette troisième audience du tribunal de l'actualité avec à la barre le professeur Romuald Kinda, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara et promoteur de l'Académie des investisseurs. Question de généralité, professeur. Quand on dit Académie des investisseurs, à quoi cela renvoie? De quoi s'agit-il exactement? L'Académie des investisseurs, c'est une structure qui a été mise en place avec pour objectif d'accompagner les Burkinabés, donc d'accompagner les ménages, les salariés, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à améliorer leurs finances personnelles. Notamment à travers l'investissement à la bourse BRVM. Donc ça, c'est véritablement le premier volet. Et comme nous sommes enseignants-chercheurs, il y a également un second volet que nous sommes en train de mettre en place et qui est de regarder, d'analyser l'effet de l'amélioration des finances personnelles sur la réduction de la pauvreté, sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Juge Géoffroy Vara, le convoqué est à vous pour des questions de généralité ou de fond.
on est déjà dans le sujet. Le commun des Burkinabés, le commun des citoyens qui ne maîtrisent pas un peu comment ces choses-là fonctionnent. Expliquez-nous un peu terre à terre. Quand on parle d'une bourse, ça fonctionne comment? Quels sont ceux qui y sont cotés? Comment se fait la question d'être coté? Quel est le process? Comment est-ce que le citoyen lambda il parvient à y avoir accès? Parce qu'on parle des marchés financiers, mais qui n'est pas un marché comme où vous et moi allons chaque jour et on a comme l'impression que c'est là-bas c'est plus libre, on va, on achète, on converse. Mais sur ce chapitre-là, il est un peu moins accessible, beaucoup plus difficile à comprendre pour les citoyens lambda. Comment ça fonctionne une bourse, le plus simplement du monde? Alors, la bourse, donc, merci M. Ba. Donc, la bourse, c'est un marché. Donc, certes, ce n'est pas un marché comme Rodoko, mais ça l'est quand même. Donc, c'est un marché où sont échangés, en fait, les titres financiers. Donc, quand on parle de notre bourse, donc de la bourse régionale des valeurs immobilières, qui regroupe, en fait, donc c'est un marché qui regroupe les 8 pays. Les 8 pays de l'UEMOA. Donc, c'est un marché dans lequel vous allez avoir d'un côté les agents à capacité de financement. Donc, ça peut être vous, donc ça peut être les ménages, ça peut être des investisseurs étrangers, et c'est aussi et surtout nos structures publiques. Donc, tout ce que vous avez comme Carrefour, donc la CNSS, donc ce sont des structures qui ont des ressources, qui ont des fonds. Donc, on les appelle des agents à capacité de financement et elles vont à la BRVM pour rechercher, pour investir leur argent. Donc, pour avoir des meilleurs rendements. De l'autre côté, vous avez les agents à besoin de financement, donc qui vont rechercher des financements. Donc, ça peut être des entreprises. Donc, n'importe quelle entreprise qui répond aux critères, donc les critères qui sont édictés par l'AMF UMOA. Donc, ça peut également être nos États. Donc, tout juste à côté, en fin décembre, il y a l'État sénégalais qui est parti rechercher plus de 100 milliards donc, en émettant des obligations. Donc, la bourse, certes, elle n'est pas très, très connue, mais néanmoins, voilà. Donc, c'est un marché qui permet à ceux qui ont besoin de ressources et peuvent aller sur ce marché. Alors, pourquoi ils peuvent aller sur ce marché? Lorsque l'on parle d'entreprise, quand on parle des États, et surtout les entreprises, elles ont la possibilité d'aller vers le secteur bancaire. Donc une entreprise peut aller auprès d'une banque, va la prendre un crédit, mais l'avantage pour elle d'aller sur le marché financier, c'est que c'est elle qui émet les conditions. Donc lorsque l'entreprise va sur le marché, elle va donner ses conditions. Et en général, les taux d'intérêt qu'elle propose sur le marché financier sont relativement plus faibles que ce qu'elles vont prendre quand elles vont auprès des banques. C'est ça qui fait que vous allez voir qu'il y a pas mal d'entreprises. Il y a aussi nos États, donc nos États qui y vont, parce que s'endetter auprès du marché financier régional, la BVM, revient moins cher pour l'État burkinabé, pour les autres États, que d'aller sur les marchés internationaux. D'accord. Donc c'est un marché où se vendent des titres, c'est actions, obligations. Justement, la part qu'on fait, c'est quoi? L'action, c'est quoi? L'obligation, c'est quoi? Et puis, lorsqu'on en prend, soit une action ou une obligation, à quoi ça donne droit? Et puis, quelle est vraiment la différence au fond? Alors, je vais d'abord commencer par l'obligation. Donc, l'obligation, c'est un titre de créance. C'est, si vous voulez, en français simple, il y a une entreprise A qui a besoin d'argent et elle va faire l'annonce, elle va dire, voilà, j'ai besoin de 1 milliard et elle va dire, si vous voulez me financer, donc ceux et celles qui veulent me financer, et elles peuvent le faire par des parts de 10 000. Donc l'obligation va coûter 10 000 et donc vous pouvez acheter la quantité que vous voulez et par exemple à la fin de chaque année je peux vous rémunérer, donc je peux rembourser, je vous rembourse votre capital et à échéance avec un intérêt de 6,5%. Donc ce qui fait que par exemple une personne qui achète sans obligation, donc ça veut dire qu'elle va donner un crédit à l'entreprise, un crédit de 1 million. Donc, ça peut aller sur une échéance de 10 ans. Là, je vous donne cet exemple. Il y a 2 ans, l'État burkinabé a émis un emprunt obligataire
qui va autour de 150 milliards sur une durée de 12 ans. Donc, celui qui achète les obligations s'attend à avoir chaque année, un intérêt de 6,5 durant les 12 ans. Et sur un échéancier bien déterminé, l'État va s'engager à le rembourser aussi son capital, donc à payer les intérêts et le capital. Donc à la fin de 12 ans, ça c'est un exemple, ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, à la fin de l'opération, celui qui a acheté les obligations, donc l'investisseur qui a acheté les obligations aura son capital, aura ses 1 million plus les intérêts. L'action, c'est beaucoup plus, c'est une approche différente. Donc, l'action, celui qui achète des actions auprès d'une entreprise, c'est comme si elle devient copropriétaire. Elle achète des parts. Voilà, elle achète des parts, donc elle devient propriétaire. Donc, nous avons des entreprises de la place qui sont cotées. Donc, si vous achetez une action de cette entreprise, c'est comme si vous devenez copropriétaire. Donc, en devenant copropriétaire de cette entreprise, à ce moment, si à la fin de l'année, l'entreprise fait des performances, donc elle fait des résultats positifs et elle décide de partager des dividendes, vous, en tant que copropriétaire, vous recevez ces dividendes. Si à la fin de l'année, l'entreprise ne fait pas de bonnes performances et qu'elle décide de ne pas distribuer de dividendes, vous êtes également, vous n'aurez rien. Donc voilà véritablement la différence entre les deux. Le premier, c'est un titre de créance et l'autre, c'est un titre de propriété. À vous écouter, ça renvoie un peu à un terme que l'on a communément ces temps-ci. Il s'agit du trading. Est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas du tout pareil. Donc, il est vrai que sur le principe, le trading peut se faire à la bourse. Donc, le trading, c'est le fait de spéculer. Donc, c'est le fait d'acheter un bien. Donc, quand on parle de trading, si on prend même le secteur de l'immobilier, vous allez voir qu'il y a des agents immobiliers où il y a des personnes qui achètent des biens, des parcelles à un prix donné. Ça peut être 100 000 et ils vont attendre au bout de quelques temps et revendre cela à 200 000. Donc, il est vrai que sur le marché boursier, donc de la BVM, il y a également des acteurs qui font du trading, donc qui essaient d'acheter et de vendre. Mais ici, là, il s'agit du fait que c'est vraiment le fait d'investir. Donc, c'est le fait d'accompagner une entreprise ou un État dans sa croissance. Quand on est burkinabé, quand on est aussi patriote, c'est le fait aussi de savoir accompagner l'État. Donc, notre État a généralement besoin de ressources. Nos entreprises ont besoin de ressources pour croître. Et en tant que citoyen, on peut les accompagner en achetant des obligations. On peut les accompagner en devenant actionnaire. Donc, c'est véritablement la nuance. Et l'autre nuance, c'est que notre environnement aussi est pollué par la présence d'entreprises qui affirment faire du trading, alors qu'elles n'ont pas l'habilitation. Comment faire la différence entre une entreprise qui a habilité à le faire réellement, pour ceux qui ne s'y connaissent pas? Alors, là, c'est pas difficile. Il suffit de contacter l'AMF. Donc l'AMF UMOA, l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, qui a un site internet. Donc vous pouvez, si une entreprise vous informe qu'elle a le droit, qu'elle a l'habilitation de faire du trading sur le marché financier, et vous lui demandez les références et vous contactez vous-même l'AMF. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent au niveau du ministère du Commerce et qui affirment qu'elles ont l'habilitation. Elles ont l'habilitation parce qu'elles sont créées en tant que société. Mais dans notre espace financier, il n'y a que l'AMF UMOA qui peut donner l'habilitation à faire du trading ou bien à investir sur le marché financier. Oui, justement, comme on a un technicien, parce que l'émission est essentiellement pédagogique, c'est pour ça qu'on pose un certain nombre de questions. Et à un moment donné, lorsqu'on parlait du trading, je pense qu'il y avait une note qui est sortie. Tout à l'heure, vous donniez le nom nouveau, mais avant, c'était le CREMP, comme on l'appelait. Le CREMF. Voilà. Et donc, qui a sorti la note qui disait que ceux qui sont habilités à collecter l'épargne sont bien définis. Je pense que c'est les banques et autres.
Et donc, ces entreprises qu'on avait qui disaient faire du trading et qui collectaient l'épargne tombaient. En tout cas, il a été rappelé l'illégalité de leur activité. Expliquez-moi comment ça fonctionne, parce que on ne comprend pas. Il y a des traders qui peuvent se permettre cela, c'est encadré. Bon, pour d'autres, on dit vous ne pouvez pas venir collecter l'épargne des gens, même s'ils ont confiance en vous, pour aller faire des placements et tout. Expliquez-nous quelle est la logique qu'il y a derrière, quel est l'esprit de cette loi-là. La logique, c'est qu'au niveau de notre marché financier, vous avez parlé de le CREPMF, donc l'ex-CREPMF, le Conseil régional pour l'épargne publique et les marchés financiers, il est considéré comme le gendarme. Donc c'est le gendarme du marché financier. Et son rôle premier, c'est de protéger l'épargne des citoyens. Donc le CREPMF, donc l'ex-CREPMF, donc l'AMF UMOA, s'assure que n'importe qui ne puisse pas se lever pour aller collecter l'épargne publique. Vous savez, lorsqu'on décide de créer une entreprise, on peut la créer sous plusieurs statuts. Lorsqu'on décide de créer une entreprise et que l'on veut avoir des associés ou des actionnaires, vous pouvez contacter un avocat d'affaires. Donc c'est cet avocat d'affaires qui va vous proposer des actionnaires ou des co-actionnaires. Ou bien vous pouvez en fait vous-même, aborder des amis, des connaissances qui vont le faire. Donc dans notre zone, donc dans notre espace UMOA, il est totalement interdit, sauf en ayant eu l'accord de l'AMF UMOA, il est totalement interdit pour une entreprise ou une entité de sortir comme ça et de faire un appel à l'épargne publique. Donc il faut avoir l'autorisation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut protéger l'épargne. Vous savez, il y a eu un pays voisin, il y a à peine un an, je dis bien à peine un an, et il y a un individu qui est sorti affirmer qu'elle elle a demandé aux citoyens de lui donner l'argent qu'eux peuvent faire des affaires, et en l'espace de 3 mois il est arrivé à collecter et à fuir avec 25 milliards. Donc 25 milliards de personnes qui étaient à la retraite, donc des personnes qui travaillaient. Donc les gens sont allés déposer leur argent. Donc véritablement, le rôle de l'AMF UMOA, et encore quelques années, il y a un autre pays côtier où c'est plus de 100 milliards qui se sont évaporés. Donc l'AMF essaie de protéger les citoyens, mais elle a aussi pour habitude de protéger aussi le système bancaire. Parce que ce sont des citoyens qui enlèvent, qui retirent leur argent des banques et qui vont placer dans des structures illégales. Alors, lorsqu'on parle de la BRVM, est-ce que c'est sans risque? La BRVM, déjà, c'est une structure légale. Donc, c'est une structure qui, l'année passée, a eu ses 25 ans. Donc, c'est une structure légale. Donc, sur ce côté, c'est une structure qui peut pas, qui ne disparaîtrait pas. Donc, elle a son siège à Abidjan. Elle a également des antennes, nationales dans chaque pays. Alors, je ne sais pas par contre si votre question de risque, c'est en termes des actifs que vous achetez. En termes d'investissement, lorsqu'on arrive à obtenir un certain nombre de parts côté bourse. Alors, je dirais que toute activité d'investissement a un risque. Il n'y a pas de risque zéro. Donc, il est important pour chaque acteur, quand il va sur le marché financier, donc quand il va à la BRVM, de se former avant d'y aller. Lorsque l'on prend déjà les obligations, parce que quand on parle en termes de risque, c'est est-ce qu'on peut perdre son capital, ou bien est-ce qu'on peut ne pas avoir son capital ou ses intérêts ou bien les dividendes. Sur le côté des obligations, l'entreprise ou bien l'État qui prend votre argent s'engage à vous rembourser. Quand il s'agit des obligations d'État, ce sont des obligations souveraines. L'État va vous rembourser. Il peut y avoir des cas où l'État n'arrive pas à rembourser. Bon, je ne le souhaite pas, mais supposons qu'il y a un météorite qui tombe sur un État et cet État se désagrège. Mais là, au moins, c'est sûr que vous n'allez pas avoir. Mais quand on enlève ces cas extrêmes qui sont peut-être jamais arrivés,
voilà, sur la terre, les États qui s'engagent remboursent. Alors, au niveau des entreprises, quand on prend, si on reste vraiment dans le cadre de la BVM, il n'y a pas encore eu d'entreprise qui ait émise des obligations et qui n'est pas arrivée à rembourser. Alors, au niveau maintenant des actions, alors la caractéristique des actions, c'est que si vous investissez dans une entreprise qui s'améliore, elle va vous verser des dividendes. Et bien, si elle a des difficultés, c'est un peu plus compliqué. Mais de notre expérience, ou bien de l'expérience de la BVM qui a 25 ans, il n'y a pas encore eu une entreprise de la BVM qui a fait faillite. Donc, pour répondre à votre question, à ce stade, en tant qu'investissement, il y a du risque, mais quand même, on a un risque qui est très modéré au niveau de la BRVM. Juge Favara. Oui, c'est vrai que lorsqu'on dit souvent, on parle de la BRVM, on parle de ses performances, on dit que c'est un bon exemple. Je pense que c'est la 5e bourse, non, sur le continent. Oui. Voilà, parce qu'elle vient de dépasser celle kenyane. Exact. Voilà. Donc, souvent, on parle de ses performances, mais souvent, à tort ou à raison, on a comme l'impression que quand on parle de performance, c'est beaucoup plus les pays anglophones. On se trompe? C'est vrai que juste avant, c'est l'Égypte, qui est 4e. Je pense que c'est peut-être lié à la culture. Ce que vous dites est juste. C'est peut-être lié à la culture boursière. Quand vous prenez la BRVM, déjà, quand vous prenez notre zone, c'est environ 125 millions d'habitants, la zone UEMOA. Et quand vous prenez la BVM, c'est plus ou moins autour de 175 000 comptes titres. Donc vous vous rendez compte que globalement, on est sur du 0,1%. Donc globalement, il y a environ 0,1% des citoyens de l'UEMOA qui investissent à la BVM. Donc ça montre déjà que c'est une entité qui est peu connue. Au-delà de ça, quand on va au-delà de nos pays, la bourse, c'est quelque chose qui est vraiment peu connu dans le système francophone. Donc cela peut expliquer le fait que c'est vraiment méconnu. Et quand on vient au Burkina, si je compare par exemple avec la Côte d'Ivoire, il y a quelques années, j'étais à Abidjan. Vous allez voir à Abidjan la vendeuse de beignets, la vendeuse de galettes, et qui a des actions à la BRVM. Mais au Burkina Faso, vous allez même voir des cadres qui ne sont même pas au courant ou bien même qui s'en méfient. Mais pourquoi? C'est vous qui ne faites pas le job ou bien c'est quoi? Ah non, ça c'est pas notre job. Ça, je pense que plus sérieusement, nous avons cette chance d'avoir cette double casquette. Donc on a la casquette d'enseignant-chercheur et qui fait que à l'université, dans les instituts de la place, nous enseignons le cours de marché financier. Donc aux étudiants, que ce soit en licence ou en master. Donc, durant tout ce temps, dans la deuxième casquette, c'est que nous sommes nous-mêmes investisseurs à la BVM. Donc, ça fait 12 ans qu'à titre individuel, que nous investissons. Et nous avons constaté au fil du temps que il y a même des gestionnaires de comptes bancaires, il y a des cadres de banque. Ça, c'est durant nos cours que nous donnions. On a constaté qu'il y a des cadres de banque qui ne s'y connaissaient pas. Et c'est ça qui nous a animés à mettre en place l'Académie des investisseurs, dont l'objectif premier, c'est de sensibiliser en fait les Burkinabés sur la culture boursière. Parce que les Burkinabés, il y a peu de personnes qui s'y connaissent et il y a beaucoup qui se font avoir. Mais justement, quand on regarde la question de la bourse, pour beaucoup, c'est une affaire de gros sous. Si vous voulez aller là-bas, avoir beaucoup d'argent, il faut être capable d'en mettre beaucoup. Alors que, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus riscophiles. C'est-à-dire, on met un peu, on regarde la côte, pour parler comme certains, et puis on essaie de voir ce qu'on peut glaner. Alors qu'avec les bourses, quand vous prenez le cas par exemple des obligations, il y en a 3 types, mais c'est court, moyen, long terme. Vous allez prendre les actions, ils regardent les taux, c'est un peu plus intéressant que de poser son argent en banque, mais j'ai dit c'est moins intéressant qu'une activité que je vais gérer ici et maintenant, ou bien on se trompe, ou bien oui et non.
D'accord. Oui et non. On va aller sur le principe de oui. Lorsque, au niveau de l'Académie des investisseurs, nous avons fait une étude et nous avons posé la question aux Burkinabés, dans quoi est-ce qu'ils investissent? Et nous nous sommes rendus compte que 52% des personnes enquêtées et mettent leur argent dans l'épargne bancaire. Donc, ce qui montre quand même que c'est la majorité. Et ensuite, vient en deuxième position l'investissement dans l'immobilier. Donc, les gens achètent des terrains, des parcelles et dans une moindre mesure construisent des maisons. Vient en troisième position le commerce, donc les activités commerciales, donc qui vont un peu dans le sens de ce que vous dites. En quatrième position arrive la crypto-monnaie. Donc ça nous a surpris, mais c'est la crypto-monnaie. Donc il montre quand même que de plus en plus les Burkinabés s'y intéressent. En cinquième position, nous avons les assurances vie et en fait les investissements en termes de titres et en termes d'actions et d'obligations arrivent vraiment quasiment en dernière position. Alors il y a quand même une nuance à faire entre les activités de commerce que nous faisons, en ce sens que ce sont des activités en temps plein. Et vous avez un emploi, vous êtes là, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont déjà occupés toute la journée pour leur emploi. Si vous décidez de faire une autre activité, ça va nécessiter soit de mal faire votre travail au boulot, ce qui est inconcevable sur le plan moral et éthique, ou bien soit de trouver du temps ailleurs pour pouvoir faire vos activités. L'avantage avec l'investissement en bourse, c'est que c'est une activité qui est passive. C'est-à-dire que vous achetez des actions ou bien des obligations et c'est l'entreprise là, ce sont les responsables de l'entreprise, ce sont les employés qui vont faire le job à votre place, qui vont avoir des résultats en fin d'année et vous êtes assis et lorsqu'il y a des dividendes, lorsqu'il y a des bénéfices, on vous donne une part des bénéfices. L'autre élément, lorsque vous dites que ça ne donne pas beaucoup, non, la question de donner beaucoup est liée à combien vous mettez. Combien vous mettez. Donc, alors que normalement, l'analyse de la rentabilité d'un investissement, le critère de la mesure, le critère ou la mesure de la performance d'un investissement, c'est le rendement. Et lorsque nous regardons quand même sur notre marché, on a des entreprises, quand je dis on a, l'année passée on a fait l'étude sur les 46 entreprises qui sont cotées à la BVM, on a près d'une trentaine qui ont distribué des dividendes et sur les 33 qui ont distribué des dividendes en 2023, il y a environ 26 qui ont distribué des dividendes avec un rendement qui est autour de 8%. Bon, on va faire des simulations. Je pense que c'est ça qui va intéresser ceux qui nous écoutent. Oui. Allons sur quel a été le plus fort rendement sur les 46 entreprises cotées. Quel a été le rendement le plus fort? Il y a... On va pas donner le nom, on va pas faire de publicité, mais on va donner le rendement le plus fort. 50%. 50%. Oui, vraiment à titre exceptionnel. À titre exceptionnel, oui. 50%. Oui. L'action, c'était des actions. Hein? Oui. Des actions. L'action coûtait combien? L'action coûtait autour de 7 000. Donc, la personne se retrouve avec 3 500 en plus par action. Oui. Donc, vous mettez 7 000, vous avez 3 500. C'est après un an d'exercice, c'est ça, non? La distribution du dividende, c'est après une année d'exercice ou bien comment ça se passe? Non. La distribution des dividendes, c'est pas lié à la durée. Lorsque l'entreprise annonce, par exemple, qu'elle va distribuer les dividendes le 1er juin, vous pouvez acheter l'action le 25 mai. Donc, en réalité, la distribution des dividendes est liée au fait que vous possédez l'action au plus tard 72 heures avant. Ok, ça devient encore intéressant. Exact. Donc, ce qui montre qu'une personne qui est stratégique, par exemple, peut décider de laisser son argent
un compte d'épargne, et puis, pourquoi pas, à l'approche, voilà, elle achète les dividendes, les actions, elle bénéficie de ces dividendes, et si elle veut, quelque temps après, elle peut ressortir et aller faire autre chose. Donc, vraiment, les dividendes sont liés c'est le droit de propriété. Au plus tard à 72 heures. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est après un bilan d'exercice qui est fait. Et le bilan d'exercice est annuel en fait. Donc celui qui détient l'action de façon permanente et qui espère chaque année avoir des dividendes, j'ai dit que c'est sur un an qu'il aura généré les 50%, je veux dire. Pour celui qui est. Voilà, pour celui qui reste, voilà. Pour celui qui spécule, mais qui fait du trading aussi, qui sent les choses venir, peut vendre, acheter, ça c'est autre chose. Exact. Ça c'est autre chose. Exact. Donc, je veux dire 7 000 pour avoir 3 500 sur un an. C'est une activité passive. C'est une activité passive. Où tu le fais. Bon, par action, mais c'est déjà intéressant. C'est déjà intéressant pour que chacun se fasse aussi un peu son idée. Parce que je ne pense pas que si vous déposiez 7 000 en banque, ça sera pareil. Hein. Ah ben vous allez avoir 3,5. Voilà, 3,5. Ça au moins c'est clair. Il y a déjà un avantage certain là-dessus. Donc ça permet un peu d'avoir. Mais aujourd'hui, ceux qui sont présents sur ce marché, quel est le profil? Je parle du lambda, des citoyens lambda. Quels sont ceux qui sont aujourd'hui enclins à aller vers vous, qui demandent du conseil? Est-ce que ça devient de plus en plus c'est accru? Il y a un intérêt qui est en train de se forger là-dessus? Oui, il y a un intérêt au niveau du Burkina Faso. Lors de nos formations, en fait, nous avons un public qui ouagalais, mais nous avons un public qui, voilà, soit des gens qui sont en province, nous avons de la diaspora. Donc, on a de plus en plus des personnes qui résident aux États-Unis, en France, au Canada, parce que sur ces marchés, les rendements sont beaucoup plus faibles. Maintenant, concrètement, je prends, vous disiez, ménagère par exemple, qui ne voit pas trop comment ça fonctionne, mais elle s'est dit, bon, cette affaire-là, je vais essayer, on ne sait jamais. Quand cet individu-là vient vers vous, qui ne connaît pas le monde, en quoi consiste votre travail? L'approche, c'est quoi? C'est lui permettre de mieux voir pour faire des choix, ou bien c'est conseiller dans ses choix? Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas comprendre jusqu'à la fin, hein, c'est compliqué. Alors, nous, à notre niveau, nous avons plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on forme. Donc, on va monter aux personnes. C'est quoi la BVM? Ensuite, nous allons leur montrer comment on investit. C'est-à-dire que combien il faut pour acheter des actions. Parce que quand les gens viennent, beaucoup de gens croient que la bourse, c'est pour des riches. C'est pour des personnes, il faut être riche, alors que voilà, nous avons des actions et nous avons l'exemple d'une entreprise, d'une grande banque dont le coût de l'action c'est 18 francs. Je dis bien 18 francs. Après, il y a des entreprises qui ont des actions élevées. Donc, nous allons montrer aux personnes et combien ça coûte pour investir. Nous allons leur montrer où est-ce que elles y vont si elles veulent avoir accès au marché financier. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Donc, nous avons des SGI. Au niveau de Burkina, il y en a 3. Mais au niveau de la zone Yomoa, il y en a beaucoup plus, autour d'une 30aine. Donc, et ensuite, nous allons leur montrer qu'est-ce qu'on gagne de façon concrète. Parce que lorsqu'une personne vient pour se former, voilà, qu'est-ce qu'elle gagne? Voilà, on peut gagner en termes d'intérêt. Donc, lorsque vous achetez des obligations, si vous voulez quelque chose de sûr, sans fluctuation, nous vous orientons vers les obligations. Vous pouvez également gagner au niveau des dividendes. Voilà. Et l'autre élément que nous faisons dans notre formation, nous leur partageons notre expérience personnelle. Donc, c'est quand même 12 ans d'expérience. On partage en fait aux personnes qui sont formées comment est-ce que nous on a commencé, quelles sont les difficultés, ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné. Et à la fin de la formation, les personnes qui sont formées sont reversées dans un groupe WhatsApp là où il y a déjà toutes les personnes qui ont été formées et les échanges en fait continuent. Alors, allez-y. Donc, nous avons souvent des personnes qui veulent
souvent à la fin de la formation ou avant la formation, qui veulent nous donner leur argent pour qu'on investisse. Et c'est là où on leur dit non, nous n'avons pas ce rôle. Nous ne souhaitons même pas avoir ce rôle. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser. Et ensuite, nous avons une seconde étape, parce que lorsque vous décidez d'ouvrir un compte titre, voilà, auprès d'une SGI, pour pouvoir, vous avez deux possibilités. Soit vous donnez la gestion à la SGI, à des professionnels qui vont gérer votre argent à votre place, soit vous décidez de faire la gestion libre. Donc pour les personnes qui veulent faire la gestion libre, nous avons un second niveau de formation où nous allons les montrer comment acheter les actions, comment faire une analyse financière, sur quelle base, voilà, quels sont les critères que vous devez regarder. Est-ce que vous devez regarder le chiffre d'affaires? Est-ce que vous devez regarder le bénéfice? Voilà, le taux de distribution. Et quels sont les sites référenciés qu'il y a sur lesquels vous pouvez aller rechercher l'information. Justement, tout à l'heure vous disiez, vous partagez votre expérience et ce que vous avez perdu par moment, ce que vous avez gagné. Bon, si un marché boursier où on a comme l'impression que il y a une santé pour ce qui est des entreprises, il n'y a eu aucune faillite, vous perdez comment? C'est des mauvais choix avec des actions qui ont baissé? Comment ça s'est passé? C'est essentiellement et nous avons perdu, ça c'était vraiment au début de nos investissements, et on avait été conseillé par un gestionnaire de compte et d'acheter le titre d'une action qui était suffisamment bas, en nous promettant que dans les mois qui viennent ça allait monter. Donc nous avons mis de l'argent en espérant que ça allait monter, et puis il est vrai que ça a monté. Donc le titre de l'action à l'époque était à 18 francs. Donc nous avons investi et ça a monté. Donc c'est allé jusqu'à 22. Vous savez, l'être humain étant gourmand, au lieu de vendre, nous nous sommes dit qu'on va patienter pour que ça arrive jusqu'à 30. Donc quand ça arrive à 22, nous avons encore acheté. Et quand ça atteint 24, le cours s'est renversé. Et donc ça a recommencé à baisser. Et puisque nous sommes aussi occupés, nous avons nos enseignements, on n'a pas tout suivi. Et le temps qu'on se rend compte, le titre était à 17. Donc on s'est retrouvé dans une situation de perte, et on a préféré en fait sortir. Et l'autre perte, mais qui n'est pas vraiment volontaire, mais que nous devons assumer, c'est le fait que au début la gestion de notre compte était sous mandat, et il y a eu des choix qui ont été faits et qui n'ont pas été bien faits. Donc c'est à la suite de toutes ces expériences que nous avons décidé à titre personnel. Donc nous sommes allés nous former, nous avons eu l'occasion de nous former en France et aussi en Côte d'Ivoire, et ça nous a permis de prendre nous-mêmes en main notre compte titre et d'investir. Mais en définitive, ça veut dire que c'est assez exigeant. C'est-à-dire que on n'achète pas seulement des actions et puis on va dormir. Il faut regarder les fluctuations, il faut s'informer, il faut de la veille, parce que si vous sentez des gros changements sur des marchés qui peuvent impacter des entreprises dans lesquelles vous avez pris des actions, il faut que vous soyez proactif. Alors, disons que rien n'est totalement passif. On dit par exemple que dans l'élevage, il y en a qui vont vous dire que l'élevage des poulets, c'est rentable, mais vous n'allez pas aller acheter vos poussins, venir les mettre la nourriture, fermer et puis partir. Et là, vous allez venir trouver vos poussins qui sont morts au bout d'un mois, au bout même de quelques jours. Donc, il est vrai que les achats se font, mais il faut de temps en temps suivre. Mais au niveau de la bourse, nous invitons ceux qui veulent y aller à identifier leur profil. Il y en a qui ont beaucoup plus un profil, il y en a qui veulent faire du trading. Et à ce moment, nous leur disons attention, c'est véritablement à vous de voir, est-ce que votre métier, est-ce que votre emploi du temps vous permet d'être à tout moment connecté devant votre ordinateur. Nous, personnellement, nous déconseillons. Et ensuite, il y a ceux qui sont là pour un investissement à long terme. Donc, pour ces personnes qui sont là pour un investissement à long terme, elles vont également prendre la formation niveau 2. Donc, nous allons les montrer
comment suivre les entreprises. Et le suivi des entreprises, ce n'est pas un suivi journalier. Au niveau de la BVM, les entreprises publient leurs résultats chaque trimestre. Donc en général, vous pouvez chaque 3 mois, lorsque l'entreprise publie les résultats, vous pouvez également et refaire votre analyse. Mais au-delà de ça, si vous investissez dans une entreprise et que vous entendez dans la presse qu'il y a eu des grèves dans cette entreprise, c'est à vous de rapidement voir est-ce que cette grève va durer, quel impact ça peut avoir sur vos performances en fait. C'est les performances de votre entreprise. Une grève peut avoir un impact direct sur le cours de la bourse pour une entreprise. Ben oui. S'il y a une grève, si vous avez une grève où les employés réclament une augmentation de salaire de 10, 15, 20, 50% et que la direction concède, il va de soi que certes, c'est une bonne nouvelle pour les salariés qui vont voir leurs conditions de vie s'améliorer, mais ça implique que les charges vont augmenter. Et donc, si les charges augmentent, les bénéfices attendus en fin d'année vont potentiellement diminuer. Donc, ça veut dire que les dividendes qui pourraient être distribués peuvent baisser. Et donc là, ça peut amener certains investisseurs avertis, ceux qui sont là que pour et à court terme, à retirer en fait leur gain et puis à réinvestir dans d'autres entreprises. Alors, il y a le contexte de digitalisation. Tout passe désormais par Internet. C'est vrai que les choses ont évolué avec la fibre optique, mais il n'est pas rare à certains moments d'avoir une faible connexion. J'ai comme l'impression que pour se lancer dans la BVM, côté bourse, il faut avoir nécessairement une bonne connexion pour pouvoir suivre un certain nombre de choses. Est-ce que je me trompe? Alors, oui, et je pense qu'il faut quand même avoir une connexion. Je pense que même aussi minime soit-elle, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une bourse, mais c'est un marché qui est virtuel. Donc, en ce sens que si vous achetez vos actions, ou même si vous demandez à ce qu'on achète vos actions ou vos obligations, vous pouvez voir ça sur votre compte en ligne. C'est un peu aujourd'hui comme les banques. Si vous avez un compte d'épargne, si vous vous connectez, si vous avez les codes, vous vous connectez, vous pouvez voir cela en ligne. Donc, même sur le marché financier, c'est quand même important d'avoir cela. Et au-delà aussi, si vous voulez faire des recherches pour avoir des informations sur les entreprises, parce qu'il n'y a pas que des entreprises burkinabè qui sont cotées. C'est vrai qu'on a 46 entreprises, on en a 3 burkinabè, mais la majorité des entreprises sont des entreprises ivoiriennes. Donc, c'est toujours bien d'avoir accès d'avoir une connectivité intéressante pour pouvoir suivre l'actualité économique et financière de vos investissements. D'accord, c'est un peu pédagogique. On a la chance d'avoir un spécialiste du domaine. Il y a une expression que l'on a couramment, celle de voir l'annonce d'un État qui annule ses obligations assimilables au Trésor. À quoi cela renvoie? Alors, là, c'est un autre marché. Okay. En fait, quand on prend le marché financier de l'UEMOA, à l'intérieur, il y a plusieurs marchés. Donc, il y a la BRVM. Donc là, c'est vraiment un marché qui est beaucoup plus orienté sur les obligations de moyen et long terme et puis aussi sur les actions. On a le marché des titres publics, donc c'est de ça vous parlez, qui est uniquement ouvert aux États qui veulent avoir des financements à court terme. Donc vous savez, les États souvent ils peuvent aller rechercher des financements pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans. En tout cas, c'est sur véritablement une période courte en moyenne, période. Donc c'est sur ce marché-là que on parle des obligations du trésor, les titres assimilables. Alors, si on revient un peu dans ce que vous venez de dire, je pense que c'est arrivé il y a quelques jours. Je pense que l'État burkinabè a dû retirer à la dernière minute une demande de financement. Elle n'a pas communiqué sur la raison, mais on peut peut-être lier de s'inquiéter. De quoi? Par rapport à ce retrait subit sans information précise.
A priori, non. Je pense que selon les rumeurs, ça pourrait être lié au retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Ça a probablement créé une panique. Mais je pense que quelque temps après, on a le ministre de l'économie du Burkina qui est sorti, rassurer les investisseurs que le Burkina Faso ne va pas quitter en fait l'UEMOA. D'accord. Justement, vous avez ouvert la brèche de l'autre volet de ma question. C'est aussi ce contexte où le Burkina, le Mali, le Niger se sont retirés de la CEDEAO. Pour le moment, il n'est pas question d'un retrait de l'UEMOA. Est-ce que si cela arrivait, cela aurait un impact au niveau de la bourse régionale de valeurs immobilières? Tout va dépendre des conditions de négociation. Je pense que quand vous voyez le Brexit, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, mais elle a quand même négocié des accords. Donc, je pense que nous n'en sommes pas là, mais je pense que si ça arrive, si nous décidons de quitter l'UEMOA, il va sans dire que nous allons, si nous ne négocions pas des accords, des accords bilatéraux, il va sans dire que nous allons quitter de facto en fait la BRVM et toutes les institutions. Ça veut dire que si on quitte l'UEMOA, on ne va plus utiliser le franc CFA et nous n'allons plus avoir accès à la BRVM parce que nos entreprises qui sont à la BRVM, elles seront exclues. Mais je ne pense pas que c'est pas pour autant que un investisseur, par exemple, qui investit dans les entreprises burkinabées va perdre quelque chose. Je pense que tout va dépendre des accords qui ont été faits. Même si une entreprise burkinabé, malienne ou nigérienne quitte la BRVM, même si vous êtes un actionnaire, vous restez toujours actionnaire de cette entreprise qui va continuer à produire. Et je pense également l'autre élément, probablement il y aura des facilités qui pourront permettre aux investisseurs, s'ils veulent vendre leurs titres, et réinvestir dans d'autres entreprises. Mais nous restons toujours calmes, en ce sens que nos autorités, en tout cas burkinabées et maliennes, rassurent qu'elles ne vont pas quitter l'UEMOA. D'accord. Jules Favara. Oui, parlons justement du caractère dynamique de la bourse elle-même. On voit ces 46 entreprises cotées. Je dis que c'était 5e place boursière du continent. Et je pense qu'on doit ça aussi à la capitalisation de Orange Côte d'Ivoire 2022. Maintenant, pourquoi 46 ? On se dit que on a un espace qui bouge quand même. C'est quoi ? C'est des entreprises qui réussissent à aller se positionner sur un marché financier qui peut leur faire du bien parce que ça permet de changer de cap. On l'a vu avec une entreprise bancaire ici qui a fait sa capitalisation. Aujourd'hui, elle est en santé et elle continue son expansion dans la sous-région. Mais pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression que ça n'intéresse pas forcément ceux qui pouvaient quand même toujours être cotés ? En tout cas, la question est bien posée. Je pense que les autorités de la BRVM peut-être seraient mieux habilitées à répondre. Mais je pense qu'il y a peut-être une culture boursière. Lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire qui a la majorité des entreprises qui sont cotées, il y a une entreprise ivoirienne, celle qui produit l'eau, donc l'équivalent de celle que nous avons ici. Elle est cotée à la BRVM. Elle permet aux citoyens ivoiriens d'être actionnaires, d'avoir des dividendes et de payer leurs factures. La société d'électricité, la plus grande société d'électricité de Côte d'Ivoire, est liée également. Donc, je pense que là-bas, il y a beaucoup plus une culture où l'État oblige, incite en fait les entreprises à y aller. Quand vous parlez de l'entrée de Orange, du groupe Orange, Côte d'Ivoire qui est rentré en fin 2022, c'est lié à la volonté de l'État ivoirien. L'État ivoirien en fait voulait vendre ses parts. Et donc elle voulait réduire ses parts et elle a décidé de vendre ses parts aux citoyens ivoiriens à travers la BRVM. Donc si vous voulez, c'est un peu le principe premier de la BRVM, c'est en fait l'actionnariat populaire. C'est de permettre à tous les citoyens de participer. Donc au niveau du Burkina, je pense que c'est vrai qu'actuellement nous sommes dans un contexte sécuritaire qui fait que les autorités vraiment ont des objectifs qui sont beaucoup plus autres. Mais quand on prend en fait l'histoire de notre pays, on se rend compte qu'il y a
pas véritablement cette culture, d'inciter les entreprises à y aller. Sinon, on peut, pourquoi pas la Lonabé. Oui, la Lonabé, c'est une grande entreprise qui partage des dividendes. Et elle peut aller à la BRVM, ne serait-ce que 10-15%, et permettre aux citoyens burkinabés de bénéficier du dividende. Et dernière réaction, allez-y. Et l'autre élément, c'est que je pense qu'au niveau de la BRVM, elle est en train de faire le travail. Le premier compartiment qui existe, c'est le compartiment des grandes entreprises. Donc ça fait que pour y aller, il faut avoir une certaine taille. Et la BRM a fait le travail où elle a créé un second compartiment, donc le compartiment des petites et moyennes entreprises. Donc normalement ce compartiment a pour objectif de permettre à certaines entreprises. Donc l'année passée on a eu la première PME de l'UEMOA qui est burkinabé, en tout cas qui a émis l'intention d'y aller. Donc on attend toujours les résultats pour voir si cela s'est bien passé. D'accord, 2 minutes, dernière réaction, juge. C'est vrai qu'on parle de la BRVM beaucoup plus, mais est-ce que pour le Burkinabé, il peut se lever et se dire, bon, moi je vais m'intéresser à ce qu'il y a comme action sur la bourse de Kigali et c'est là-bas que je vais faire mes investissements? Je pense que nous sommes dans un monde globalisé, un monde ouvert, c'est possible. Mais comme souvent on aime le dire, c'est comme une personne qui veut apprendre à pédaler un vélo. Voilà, un enfant veut apprendre à pédaler un vélo. Vous voulez le montrer, vous voulez lui apprendre à rouler le vélo, à pédaler le vélo dans le 6 mètres. Il dit non, lui il veut pas ça. Lui veut aller sur l'autoroute. Il va aller sur le goudron. Donc je pense que sur le principe c'est possible, mais vraiment à titre pédagogique, pas à titre de prudence, il est peut-être mieux de commencer à se former, à investir sur notre marché. Parce que ce qui est intéressant, quand on investit sur notre marché, vous investissez dans des entreprises que vous connaissez. Il y a une société de téléphonie, j'ai même envie de dire 2 burkinabés qui y sont. Il y a une qui est directe, il y a l'autre qui est à travers la société mère ivoirienne qui y sont. Quand vous investissez sur ces entreprises, par exemple, ou bien quand vous investissez auprès des banques qui sont cotées, en fait, vous savez, ce qui est souvent drôle, les gens ont des comptes bancaires, des comptes. Les gens acceptent de déposer leur salaire, laisser leur salaire en banque. Et on leur donne à la fin 3,5. Et quand tu as la chance, en début d'année, on te donne des calendriers. Mais c'est votre argent que l'on prend et on va faire fructifier et on vient donner à l'actionnaire, à celui qui passe de l'autre côté, et on lui donne 8, 9, 10%. Donc, si vous avez suffisamment confiance à votre banque et pour laisser votre salaire là-bas, pour laisser votre épargne là-bas, pourquoi ne pas lui faire confiance et pour devenir actionnaire? D'autant plus que quand vous regardez les banques qui sont cotées, les actions sont autour de 6 000, 7 000, 8 000. Donc, c'est accessible à tout le monde. Point final pour cette 3e audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que le professeur Romuald Kinda, ancien chercheur à l'université Thomas Sankara et promoteur de l'Académie des investisseurs, était notre convoqué à la barre. Merci d'avoir répondu à la convocation, professeur. Merci, M. Kavoré. Merci, M. Va. Merci à vous, juge Baha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, téléspectateurs et auditeurs. Merci aux équipes techniques de réalisation à la télévision comme à la radio. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.